Ouais, ce qui m'a plu de poser cette question, c'était l'aspect un peu polémique. Parce que dans notre milieu énergétique, on n'est pas très polémique. On est plutôt dans mais on s'aime tous, on va aller bien, pensée positive. Et je trouve que ça manque beaucoup à notre milieu énergétique, mais artistique aussi. Et avec l'arrivée des Gilets jaunes, il faut quand même dire que quoi qu'on en pense, il y a plein de débats qui sont revenus. Et je me suis dit, c'est super intéressant de prendre le fleuve et d'essayer de remettre un peu de débat. Ici et maintenant, donc pour moi ça revêt trois aspects. D'abord c'est latin, ici Iketnu, et puis ça a été repris par tout le yoga. Ça fait référence au Purusha. Est-ce que ça vous dit quelque chose de Purusha? Donc, en fait c'est pas du tout l'espèce de marketing qu'on voit aujourd'hui. Ici et maintenant, prend les choses telles qu'elles viennent. Le yoga primaire, c'est un yoga difficile. C'est un yoga de guerrier. C'est-à-dire, c'est des méditations difficiles, ce sont des tantras, qui veut dire exercice, et qui sont censés nous amener, après une purification très difficile, d'exercice au purusha, c'est-à-dire la pureté de l'énergie. Il faut savoir qu'ensuite, la pureté de l'énergie, il y a quelque chose de l'ordre du détachement qui se passe. Donc, du détachement de la vie réelle. Et là, c'est tous la Bhagavad Gita, ça doit vous dire quelque chose, voilà, où il y a Krishna, Vishnu, qui vient dire comme ça à Arjuna, tu te bats contre tes oncles, tu te bats contre tes frères, c'est terrible, mais en fait tu dois te détacher. C'est très violent, donc c'est dans un aspect guerrier et dans un aspect de méditation, enfin le Purusha, qui est une méditation difficile, donc il n'a plus rien à voir avec ce qu'on pratique aujourd'hui. Et je pense que c'est important de ramener un peu de polémique, un peu d'histoire, de savoir d'où ça vient, et du coup cet aspect critique. Il y a Merleau-Ponty qui en parle. Alors Merleau-Ponty c'est un philosophe, il en parle un peu, phénoménologue. C'est très simple, phénoménologie ça veut dire ici et maintenant. C'est-à-dire le phénomène. On est là, qu'est-ce qui se passe ici? Et lui il m'a bien plu parce qu'il dit ici et maintenant, en fait c'est un moment, je sais pas, t'es dans ton emploi précaire, de caissière ou pas, ou t'es au RSA ou je sais pas quoi, puis à un moment tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire, le ici et maintenant, là, il peut arriver comme une rupture. Mais même là, qu'est-ce que je fous là à vous parler? Au moins, je le sais. Mais avant d'arriver là, j'ai dû, sur mon piano, m'arrêter et me dire, mais qu'est-ce que... Au conservatoire, je ne parle pas du conservatoire. C'est tous les jours qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, hein? Parce que la conservatoire, c'est l'armée de l'art. Hein. Vous voyez, c'est absolument affreux. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est mon expérience. C'est important de le poser en ces termes. Non pas en termes de méditation, je vais réussir à avoir le Purusha dans ma salle de yoga à Munich, mais je suis là en train de bosser 3 francs 6 sous dans un système qui nique un peu toute la planète, excusez-moi le terme, et puis tout à coup, ma fin de mois, je sais pas comment, qu'est-ce que je fous là? Donc tout à coup, là, ici et maintenant, dans le meilleur des cas, il s'impose. Parce qu'il nous extrait d'un processus dans lequel on est tout le temps. Et qu'on répète, hein, même les études. Je vois à la fac, quand j'étais à la fac, puis tu vas au lycée, on n'en parle même pas. Alors là, en tant qu'intermittent, on connaît ça par cœur, Farid. Et on est tout le temps là à chercher, puis à un moment, on se dit, mais pourquoi je cherche? Puis tu te retrouves dans des projets qui ne te parlent pas, un coup dans une équipe où on devrait être 5, puis on est 3. Alors là, vous savez ce que ça donne, on est fonctionnaires, on ne connaît pas. Ici et maintenant, qu'est-ce que je fous là? Et après, je me suis posé la question de ici et maintenant, ici, où, et maintenant quand. Quand on commence à dire ici, où, maintenant, quand, on commence à rentrer dans ces questions qu'on va appeler en philosophie ontologique, c'est-à-dire à la base de l'existence. Là, on rentre dans l'énergétique. 3 moments. Le moment critique est toujours indispensable. Le moment de saisissement, de prise de conscience. Un moment, le qu'est-ce que je fous là. Et puis le moment de, au fait, ici c'est où, maintenant c'est quoi, et moi, est-ce que je, c'est pas un autre, comme dirait un bout. Voilà. Et là, quand on commence à poser ces questions-là, là on rentre dans le domaine de l'énergie. Alors du coup, je vais rentrer un peu plus profondément là-dedans. Là, j'ai besoin de mon truc parce que j'essaie d'être structuré, de ne pas faire trop de l'impro, parce qu'en général, je fais que de l'impro. Là, j'ai essayé de faire un effort. Alors, j'ai un premier plan qui dit, je pense qu'on a tous essayé l'ici et maintenant, en se concentrant, je crois qu'on s'est tous rendu compte
que ça dure pas. c'est quand même le drame du truc. J'ai commencé par le zen, très très jeune avec les arts martiaux et ensuite le zen à 9 ans. Donc, j'essayais dans le car quand on allait faire du sport et tout ça, et ça durait le temps du voyage au maximum, quoi. Et on sait même pas très bien ce que ça veut dire. Je pense que, par exemple, si je... bim! Pour toi, c'est quoi l'ici et maintenant? Quand tu fais ici et maintenant, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au corps? Oui, au corps. C'est une question difficile, hein. On peut faire Joker. Mademoiselle. Par rapport au corps, détente en ce moment. Monsieur. Joker. Les coups du corps. Mais avant ma pensée elle s'arrête et je sens plus forcément les limites de mon corps. Mais comme je dis, c'est très bref. En tout cas, on ne sent plus les limites de son corps, on a un moment de présent, c'est très personnel, et pour en parler, on n'a rien de précis. C'est pas... et je ne vais pas faire mieux. Je ne vais pas faire mieux. C'est pour ça que j'interroge cette notion qui est passionnante. Hein. Et en effet, on sait pas très bien. On sait que ça ne dure pas, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Là, on rentre dans le vif du sujet. Mais pourquoi on cherche en fait ce que ça veut dire? Parce qu'on l'a posé avec les mots. Parce que quand on dit ici et maintenant, on pense se retrouver sur quelque chose. Avoir un langage commun. Pour savoir que si je dis ici et maintenant, on parle de la même chose. En fait, c'est même pas sûr. Est-ce qu'on peut vraiment réfléchir sur l'ici et maintenant? Alors j'ai abouti à des petits trucs que je vais vous dire. Je me suis dit, peut-être que l'ici et maintenant, ça ne se pense pas. C'est quand même une sacrée avancée. Comment on va réussir à parler de quelque chose qui ne se pense pas? Un ressenti. Voilà, mais déjà, voilà, c'est un ressenti. Et du ressenti, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Alors, déjà, vous avez dit quelque chose qui est, ça me détend. On est tous d'accord sur ça. Oui. Quand on s'arrête, qu'à un moment, on se dit ici et maintenant, alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, on se détend. Bah ça, c'est le bienfait que j'ai rencontré chez tout le monde. Avant le qu'est-ce que je fous là, je me détends, je m'arrête, et déjà, dans l'agitation du monde moderne, on se détend. C'est déjà un bienfait génial. Donc ça, je prends. Ensuite, on s'aperçoit que on n'arrive pas à le penser. On n'arrive pas à le penser, et je vais vous dire pourquoi on n'arrive pas à le penser. En fait. On n'arrive pas à le penser parce que quand on pense ici, on est déjà ailleurs. Et quand on pense maintenant, c'est déjà passé. C'est ça qui est extraordinaire dans cette phrase. Donc en fait, c'est une phrase paradoxale. On va toucher la chose énergétique la plus importante qui s'appelle la durée. On peut l'appeler la durée, le mouvement. Donc on en vient au langage. Cette chose paradoxale, ça nous rappelle que penser en passé, présent, futur, on casse le mouvement. On casse le mouvement parce qu'on va essayer, par rapport au mouvement ou à la durée, quelque chose qui ne s'arrête jamais, on le tronçonne. On a déjà cassé notre mouvement intérieur. En magnétisme, tu mets les mains sur quelqu'un, la première chose qu'il faut que tu arrives à sentir, c'est la circulation énergétique. Si vous ne sentez pas qu'à un moment, il y a une forme de circularité qui se passe, c'est que vous n'êtes pas relié. À partir du moment où vous sentez cette circularité énergétique, donc physique qui se passe, là, vous êtes sorti du temps. Passé, présent, futur, mais vous êtes aussi sorti dans l'ici et maintenant, qui coupe le temps. Ce que j'ai compris en réfléchissant sur ça, c'est qu'on était obligé d'enlever le temps et l'espace. Même l'ici et maintenant. Du coup, c'est une phrase un peu transition, un peu seuil, où je me dis, j'enlève le passé, j'enlève le futur, mais j'enlève aussi le présent. Et oui, je m'extrais du temps, du langage. Donc, quand je dis ici et maintenant, c'est déjà trop en énergétique. Quand j'arrive sur la personne, que ce soit vos mains, que ce soit le massage, que ce soit les aiguilles, quand vous êtes dans vraiment l'acte énergétique, on sort du temps. J'entends du temps grammatical, du temps décomposé, du temps de scission. Et quand on sort du temps de scission, on sort du langage, de ce langage. On sort de la dualité.
Cette phrase, vous voyez, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit pour se relier à quelque chose de plus profond. Quand j'ai commencé à apprendre la grammaire, comme nous tous à 6 ans, j'ai eu des ennuis considérables. Parce que enfant, tu comprends pas pourquoi on te fout des COD, des temps antérieurs, des futurs machins. C'est quelque chose où tu as l'impression qu'on te met des cubes dans la tête. Hein. Et moi, j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire au moment où on sort du lycée maintenant? Il y a quelque chose de très important qui se joue. Quand on sort de la scission, on va sortir de l'observation. Et là, je fais référence à des doctrines énergétiques qui disent ici et maintenant, c'est la présence. Et pour être présent, il faut sortir de soi et observer le monde. Ce qu'ils appellent le théâtre du monde. Il ne faut pas sortir de soi. Il ne faut pas s'observer. Parce qu'au moment où tu t'observes, tu vas à nouveau faire une dissension et une scission. C'est-à-dire que si on parle d'acte de présence, c'est un acte où tu ne peux plus être deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toi et moi qui observe le théâtre de mes émotions. Tu es. Tu es. Et si tu te fais observateur, alors à ce moment-là, tu te sépares en deux. J'ai envie de dire, le moment d'observation, il est bien, comme lorsque je dis, je m'arrête un moment pour me calmer. J'ai les émotions qui arrivent, là ça me prend la tête, je m'extrais, ça me calme. Il faut tout de suite revenir en soi. Et là je sais que je me mets en porte-à-faux avec beaucoup d'autres théories qui vont dire observez-vous, détachez-vous, calmez les choses. Moi je dis non. Ça c'est juste un moment pour se calmer, mais ensuite vivez à fond. Vivez à fond les émotions. Je donne des cours dans des lycées de danse et d'énergétique. Je me suis dit chouette, j'ai le double de leur âge, ils vont m'emmerder. C'est des ados, ils vont faire rien, ils vont poser des pièges, etc. Pas du tout. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour avoir des êtres aussi obéissants? Je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, j'ai fait office de corrupteur. En leur disant, mais pas du tout, écoutez, comment ça vous ressentez des choses Non, il Je repart. pense qu'il faut le laisser peut-être derrière. Ah, il s'écroule. Oui, derrière. Ce sera l'acte de la session, on laisse faire les choses. Voilà, je suis sur l'arbre maintenant, c'est beaucoup mieux. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible que vous soyez déjà dans un tel contrôle des émotions et de l'image. On sait bien qu'en plus à cet âge, il y a le jugement, il y a tout ça. Donc j'avais 4 heures comme ça par semaine j'ai dû changer tous mes plans. On a dansé sur du punk tout le temps. Alors, je posais plein de choses pour qu'ils se libèrent du truc, quoi. C'est un peu ça que je veux dire quand je dis faut arrêter l'observation. Vous savez, j'entends souvent gestion des émotions, catastrophe. Gestion des émotions. Mais ressentons les émotions déjà. Essayons d'aller au bout de nos émotions avant de les gérer. En revanche, en entreprise, je vous dirais là, vous me gérez. Parce que si vous foutez un point dans la gueule à votre... C'est sûr que ça va vite Voilà. Donc séparons bien les trucs. Gestion des émotions dans l'entreprise, communication non violente, oui. Mais dans votre vie, non. Essayons de ne pas être dans la vie comme dans l'entreprise. Par rapport au centre, centrez-vous sur vous-même, sur moi je vais bien, je vais aller mieux, j'irai mieux, même si ça s'écroule autour, bah non. Si on dit que ici c'est ailleurs, ça veut dire que ici c'est tout ça, c'est nous tous déjà ici, puis c'est le parc, puis c'est le monde, puis c'est etc. Donc déjà on casse encore la notion d'espace, on a cassé celui du temps, cassons celui d'espace. Ici c'est nous tous. Je crois que l'énergétique c'est avant tout du collectif. Quand la personne elle vient, vous êtes déjà en collectivité. Mais en nous-mêmes, on est déjà en collectivité. Combien on a de personnes en nous? Déjà, il y a nos parents, avec qui on a bien des problèmes. Mais ils sont toujours là, ils ont beau crever, ils sont toujours là. Puis il y a les grands-parents, puis il y a les grands-grands-parents, puis il y a... Bref, il y a l'humanité en nous. Ils sont toujours là, ils ne partiront pas. On aura beau faire des psychanalyses et venir voir tout ce temps énergétique, je n'ai pas comme mission de faire partir vos parents. Oh, sors de ce corps, papa, maman. Non, ils seront là. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et c'est beau. Et c'est beau.
ils meurent comme ça, mais ils sont toujours pas morts, avec tous les problèmes qu'ils nous ont causés, bien sûr, c'est le pire. Et tout le reste, donc, même à l'intérieur, le ici, il est énorme. Et à l'extérieur, le ici, il est énorme. Les gilets jaunes, c'est tout à coup plein de gens qui se rassemblent, qui se connaissent même pas ni d'Ève ni d'Adam, qui vont dire, mais t'es qui, toi? Ah, toi aussi, t'es dans la merde, ah, toi aussi, t'es pas content ou t'es content. Et ça parlait. Ça n'est que ça. Tout à coup, ça te donne de l'énergie. Une énergie que tu ne pourrais pas avoir sans ça. C'est une énergie extraordinaire. Parce que moi, tu sais, si j'ai fait le zazen et le yoga, j'ai eu beau chercher la source intarissable de l'infini, je ne l'ai pas trouvée. En revanche, quand j'ai rencontré les gens, les conflits, les émotions, les amours, etc., là, il s'est passé, là, j'ai été ressourcé. Parfois même mis à terre, mais qui ne meurt pas, est renforcé. Donc, le ici et maintenant, c'est un décentrement. J'ai un de mes maîtres d'arts martiaux, il me disait, quand tu combats, le centre, il n'est pas en toi. Alors je sais qu'on a l'habitude, pour ceux qui font des arts martiaux asiatiques, de hara, on dit que c'est là. Oui, c'est là. Et on va dire, centrez-vous ici, et vous allez faire votre kiai ici. Je vous jure que moi j'ai appris, par d'autres arts martiaux, la capoeira, et d'autres maîtres qui m'ont dit, attends, quand tu combats, mettons je suis avec Farid, le centre il est ni là, ni là. Le centre il est là. Moi qui avais de 20 ans d'arts martiaux, je m'entendais, c'est une caisse, fou ce mec, quoi. Puis j'ai commencé à combattre comme ça a tout changé. Parce qu'au moment où tu combats comme ça, t'es ni centré sur toi, ni centré sur l'autre, mais sur tout. Voilà, sur tout l'espace. C'est-à-dire que tout à coup, t'as une vision, t'es intouchable. Mec, il est là sur toi, comme ça, t'es déjà à côté. T'es déjà ailleurs. Lui, il cherche ici, t'es ailleurs tout le temps. Et le seul moment où tu as ici et maintenant, c'est au moment où il y a une ouverture, bim, et là tu attaques. Là tu as ici et maintenant. Donc là, il a du sens. Sur le point vital, à ce moment-là, ici et maintenant, là tu concentres ton énergie, c'est fini. C'est pareil en énergétique. Tu sens, tu fais, tu écoutes, le point, le méridien, ou si vous travaillez avec autre chose, la zone, etc., etc. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui se dit en toi, tu te dis, ça y est, c'est là. Et ça se passe là et tu y vas. Et là, il faut être hyper disponible à ça. Et ça, vous aurez beau apprendre toutes les planches énergétiques du monde, cette disponibilité, elle n'est pas écrite dans les planches. Le contraire du mouvement, c'est quoi selon vous? Le contraire du mouvement, c'est pas l'immobilité, c'est la répétition. La répétition, c'est quoi? C'est le trauma. C'est quand vous répétez tout le temps la même chose. La kora, ce que j'appelle la kora, c'est un terme grec qui veut dire espace, temps, mouvement qu'on ne peut pas contrôler. Indomptable. C'est beau ça. C'est très intéressant parce que ça s'oppose à la topologie. Topologie qu'on peut mesurer avec les géomètres. Donc là, dans la topologie où on est dans l'entreprise, c'est la gestion des émotions, c'est la communication non violente. La Cora, ça va être vous avez la ville qui est dans le topos, vous avez la banlieue qui est dans le topos, puis vous avez la campagne qui est dans le topos. La campagne, elle est dans le topos aussi puisqu'on a les champs. Puis ensuite, vous avez la forêt sauvage et la montagne. Alors là, la montagne, on est dans la Cora. Et qu'est-ce qui se passe dans la montagne? Il y a qui? Il y a les titans. Il y a les monstres. Typhon, qui a plusieurs têtes. Vous savez qui c'est Typhon? C'est un monstre qui a plein de têtes et qui parle plusieurs langages. Même celui des bébés. Donc c'est monstrueux pour les gens rationnels comme nous. Parce qu'il arrive, il se fond sur vous en faisant ouah, et en parlant toutes les langues à la fois. C'est extraordinaire. Enfin, moi, quand on est énergéticien, on est Typhon. Si on ne parle pas les langues des nourrissons, on n'arrivera pas à cette présence-là. Lâcher prise, ça veut dire qu'on lâche tout ce qu'on a dit là. On lâche la grammaire, on lâche le langage, on lâche la pensée, on lâche la gestion, on lâche le ici maintenant centré sur le moi-je. On accepte que tout parle, le futur, le présent, le passé, etc. On lâche tout ça. Et là, on a un flip. Je le dis souvent en danse, mais sur lâcher prise, je sais que ça n'a aucun écho. Parce que mon mot, quand il dit ça, comme si j'avais prononcé Sésame, ouvre-toi. Mais c'est tellement un truc qui ne m'appartient pas. Après, j'essaie de créer des conditions, je fais comme je peux. Hein. Mais le mouvement sur lâcher prise, c'est quelque chose d'absolument très très profond à chacun. Il faut redonner à ce moment-là quelque chose de fort.
et pas de surface, New Age, marketing de surface. Et puis il y a un autre problème dans le lâcher-prise, qu'on ne dit pas, c'est qu'on aime contrôler. On est éduqué dans le contrôle. Et on aime ça. On aime dominer. Que ce soit dans l'ombre ou en affichant, avec une grosse voix, une petite voix. On aime dominer. Toute la politique, toute notre famille, toutes nos relations sont faites sur ça. On ne va pas se le cacher. L'énergéticien qui n'a pas compris ça, il ne fera pas un bon boulot. On sait que quand la personne elle vient, et moi y compris, on a ça en nous. On est dedans. Donc pour lâcher la domination dans le couple, je veux dire, on est tout le temps là à négocier, les enfants, les mariages, c'est pas possible, quoi. On se rend compte quand on divorce, mais c'est pas vrai, c'est depuis le début que c'est comme ça, on va se mentir. Donc c'est ça, mais on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Mais ce contrôle-là, la domination, l'objet, c'est quoi d'autre un objet? On achète, paf, on a un objet, on domine l'objet. Le système économique est fait sur de la domination depuis des millénaires. Comme lâcher ça, c'est pas facile. L'addiction, ce qu'on appelle être addictif, on est tous addictifs à quelque chose. Moi, les macarons, le sucre, c'est un truc de malade. Ça fait rire, mais je vous jure que c'est une lutte en moi. Ou le piano, j'arrive pas à m'arrêter. C'est des vraies addictions, là. J'en ai d'autres, mais je parlerai pas ici. Mais on en a tous. Et parce que c'est quelque chose qui nous prend au corps. Et quand je parle d'addiction, j'aime beaucoup l'addiction parce que c'est la domination du corps. Des gens qui ont des problèmes d'anorexie, de boulimie, mais j'en ai tellement. Et alors, vous avez ceux qui vont jusqu'à mourir, mais sinon, pratiquement, presque tout le monde en a. C'est une histoire de régime, vous avez vu, le régime. Au moins dans le régime, on contrôle. C'est que, voilà. Mais quand on est addict, on contrôle aussi. C'est ce que nous apprend la psychanalyse, par exemple. En fait, l'addiction, c'est le contrôle du vide. En tout cas, ce que je voulais mettre en regard, c'était que le lâcher-prise et la jouissance du contrôle, il faut toujours la mettre ensemble. Si on dit que lâcher-prise sans avoir en tête nos aspects plus compliqués du contrôle et de la jouissance de ce contrôle, on ne peut pas passer le truc. Et pour passer le truc, c'est en effet l'accord. Alors, la recette, est-ce que j'ai une recette comme ça? Non, mais j'ai une petite idée que j'expérimente tous les jours, c'est que je sais qu'on peut arriver à lâcher prise et à lâcher le contrôle, ce que j'ai fait pour moi-même, ça je le sais, grâce en le faisant ensemble. Voilà la fin, en le faisant ensemble. Voilà la fin de ma conférence. C'est vraiment ensemble qu'on arrive à faire tout ça. Donc je vous invite à parler, à poser les questions, à se réunir le plus possible, à faire des ronds-points énergétiques. Voilà, moi je suis pour le rond-point énergétique, à s'échanger, à essayer, ne pas avoir peur du conflit, bien sûr. Je veux dire, on n'est pas des entreprises, donc conflit, oui. Mais ça passe les conflits, en plus on se connaît mieux. Le conflit c'est pas la guerre, hein. On apprend à se connaître, et puis il y a des émotions, so what, bienvenue. Puis si t'en as marre, hop, tu sors, puis tu reviens. Vous savez, quand je donne des stages, c'est toujours ça que je dis. Il va se passer plein de choses, vous n'êtes pas obligé de rester. Et j'adore, parce qu'il y a toujours une ou deux personnes parce que je pousse un peu, qui s'en vont. Et je trouve génial quand elles prennent, alors que c'est un stage avec Air professeur, tu vois. Je dis, elles ont accepté le jeu, elles se sont dit, je sors, j'en peux plus. Et souvent, tu les vois revenir, et elles reviennent avec plein de peps. Ou pas, en tout cas, il y a plein de choses qui s'est passées. Je trouve ça vachement important. Parce qu'il y en a, les conflits pour qui c'est difficile. Moi, je leur dis, oui, c'est difficile, il ne faut pas le fuir. Mais tu as le droit de le fuir. Donc hop, tu sors. Tu dis putain, finalement, peut-être qu'il y avait des trucs intéressants. Hop, tu reviens, mais tu ressors. Puis un jour, paf, tu as réussi à prendre quelque chose. Donc ensemble, c'est le grand truc de l'énergétique. Le faire ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est ensemble donc à l'intérieur, hein, vous avez compris. Tous nos petits, toute notre humanité intérieure physique, hein, c'est pas un concept. Notre humanité avec vous, avec nous déjà ici, et puis plus loin. Et donc pas seulement humaine, donc animal, la pierre, tout est animé. Donc c'est réussir à ressentir ça et avancer ensemble. Décloisonner. Je vois que ça vous a redonné le sourire. Ça c'est sympa. Dites que le lâcher prise, ce que vous veniez de dire tout à l'heure, c'est presque du collectif.
Est-ce que le lâcher prise c'est du collectif? Est-ce qu'on le ressent collectivement ou individuellement? Non, non, pas de joker. Non, mais c'est une question profonde. J'essaie juste de bien ramasser mes mots. C'est un feedback permanent entre les deux. C'est-à-dire que le lâcher prise individuel, de ce que j'ai pu expérimenter, il n'est jamais aussi puissant que quand il se fait dans un collectif. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas tout seul. Hein. Bien sûr, la solitude, c'est aussi intrinsèque à nous. Mais c'est vrai qu'il faut toujours un feedback. Faire l'amour, c'est déjà du collectif. Je pense que tu ressens, quand tu fais l'amour, à quel moment tu lâches prise ou tu ne lâches pas prise. Je pense que c'est important. Quand tu ne le sens pas, c'est qu'il faut encore beaucoup avancer. Au moins quand tu sens là j'ai lâché, là j'ai pas lâché, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Ensuite, le lâcher prise collectif, alors c'est plus difficile de répondre, parce que je n'ai pas un point de vue sur un collectif. Je pense qu'il y a un feedback, c'est-à-dire que quand un collectif te permet de lâcher prise individuellement, tu le ressens. Mais il faut des collectifs probablement qui eux-mêmes sont bousculés. Je veux dire par là, une entreprise c'est un collectif. Lâcher prise dans l'entreprise, ça va être compliqué. Donc, la question est intéressante parce qu'elle précise, ça me demande de préciser dans quel collectif tu peux lâcher prise. Il faut mettre dans un cadre. Ben, il ne faut pas dans un cadre. Je pense qu'un cadre, ça va au contraire réduire ta possibilité de lâcher prise. Ça dépend comment on entend cadre aussi. Si cadre, c'est par exemple ici, c'est se réunir et avoir une parole libre, si on a, voilà, dans ce cas-là, oui, bien sûr. Là, quelque chose comme ça, je trouve que c'est réussi, ça sent. Moi, je le sens. L'arbre le sent. Vous voyez, on le sent. Donc, il faut en effet du collectif qui permette à lâcher prise. Et pas tous les collectifs le permettent. Comment on peut faire? Parce que moi, j'ai l'impression que plus je veux lâcher prise, plus j'y pense, au point je lâche prise. Absolument. Ça, je sais. Ça, c'est un truc du langage. C'est la limite du langage dont on parlait. Et je me souviens d'une juriste, pendant les stages, j'ai cru qu'elle allait devenir folle, parce que j'avais demandé à une assistante de venir, et qui travaillait sur le lâcher prise, et qui disait lâcher prise tout le temps. À la fin, elle est venue me voir, mais comme ça, la tête dans les mains, en disant, mais plus je me dis lâcher prise, plus je suis stressé. Là, il y a deux problèmes. Il y a déjà le problème de l'injonction. C'est-à-dire lâche prise. Ou sois spontané. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Le lâcher prise, il ne peut pas se faire sous forme d'injonction. Donc en effet, quelque part, si je te dis lâche prise, tout impératif va tuer le contenu même de ce que je dis. Ta pensée, ta raison ne peut pas commander. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça ne peut pas venir de là. Ça vient du corps. Ça vient de quelque chose que même mon langage, il pourra jamais j'ai aucune prise sur toi. Et là, ça met les limites même du langage, qui est quelque chose de construit, où je vais parler de lâcher prise, mais je ne fais qu'en parler. Parce que le langage, il est représentatif. Je nomme le lâcher prise. Alors, c'est quelque chose qui doit être vécu profondément, directement, sans l'indirect de la représentation.